Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici donc le cinquième cours consacré aux manifestations auto-inflammatoires. Donc par convention, on distingue l'auto-inflammation de l'auto-immunité. L'auto-immunité, c'est donc une manifestation immunopathologique dans laquelle on peut démontrer la présence de lymphocyte B ou de lymphocyte T dirigés vers un antigène du soi et prouver que ce phénomène représente une partie importante de la pathogénie de la maladie. Il va de soi que les maladies auto-immunes déclenchent de l'inflammation. Si vous activez les TH1 ou les TH17, vous allez forcément recruter les macrophages, notamment comme dans les phénomènes de type hypersensibilité de type 4, comme on l'a vu. Quand on parle d'auto-inflammation, on parle d'un déclenchement de l'inflammation, donc des mécanismes de l'immunité naturelle, sans intervention a priori de l'immunité adaptative et sans qu'il ne s'agisse d'une réponse physiologique vis-à-vis de micro-organismes pathogènes. Alors un concept très important, c'est le concept de DAMP. Je crois qu'on l'a déjà abordé. Les DAMP, ce sont des biomolécules qui nous appartiennent, mais qui ont des caractéristiques qui les rendent reconnaissables par l'immunité naturelle et ses récepteurs de type PRR, dont notamment les toll-like récepteurs, mais il y en a d'autres. Alors il peut s'agir, si on parle de protéines, de modifications post-traductionnelles, si on parle d'acides nucléiques, de modification de leur méthylation, si on parle d'organites si on parle de substances solubles, de leur cristallisation, toute une série de choses qui font que des biomolécules qui normalement font partie de notre organisme n'ont plus exactement les mêmes caractéristiques et vont être reconnues par les mêmes PRR que les PAMP par exemple. Alors ces DAMP, c'est donc damage ou bien danger selon les auteurs. Je préfère damage qui me paraît refléter plus la réalité. Donc il existe des molécules endogènes capables de stimuler les PRR qu'on appelle les DAMP. Alors voici un exemple, mais il y en a énormément d'autres, de molécules du soi qui, quand elles ont des caractéristiques particulières, des modifications diverses, sont capables de se fixer à ces toll-like récepteurs, par exemple, et provoquer de l'inflammation. Alors ça a un grand rôle, cette fixation de DAMP sur des récepteurs de l'immunité naturelle, ça joue un grand rôle dans toute une série de pathologies de type dégénératif, allons-nous dire, ou en tout cas associées au vieillissement. Je pense par exemple à l'athérosclérose, à l'intolérance au glucose, à l'obésité, à l'arthrose, etc. Et ça recoupe un concept que vous allez peut-être voir en gériatrie, qui est celui de garbaging ou inflammaging, c'est-à-dire l'idée que un des facteurs qui promeut le vieillissement du corps humain, c'est une inflammation chronique. Inflammaging, c'est ça que ça veut dire, et que cette inflammation est liée justement à tous ces damps qu'on pourrait appeler du garbage. Garbage en anglais, c'est des déchets qui vont ainsi stimuler de façon chronique l'immunité naturelle en donnant cette inflammation à bas bruit et donc pousser le vieillissement. C'est pas de ça qu'on va parler dans ce tout petit cours. On va rester centré sur l'immunologie et on va surtout parler de maladies dans lesquelles il y a un gros problème dans la régulation de la reconnaissance de ces DAMP qui vont provoquer dès le jeune âge des phénomènes inflammatoires intempestifs. Et c'est ça qu'on appelle précisément les maladies auto-inflammatoires. Donc, comme je viens de vous le dire, la stimulation de l'immunité naturelle par les dames joue un grand rôle dans beaucoup de maladies, mais voilà, dans le garbaging, j'ai remis ça ici. Voici toutes les maladies dans lesquelles on a impliqué cette reconnaissance de DAMP par l'immunité naturelle, et vous voyez diabète, athérosclérose, etc., cancer, etc., etc., et j'en passe.
Mais aujourd'hui, nous parlons des maladies auto-inflammatoires, c'est-à-dire des maladies dans lesquelles le problème n'est pas tellement au niveau d'une quantité anormale de DAMP, euh, qui pourrait résulter du style de vie, de l'alimentation, du stress oxydant, tout ce que vous voulez, mais nous allons parler de maladies dans lesquelles c'est la régulation de ces réponses qui est altérée. Alors, vous savez que l'immunité naturelle recouvre beaucoup de systèmes très différents, dont les plus connus évidemment, c'est la reconnaissance des pathogènes par les PRR des cellules de type neutrophile ou macrophage, mais il y a également d'autres systèmes tels que le complément qu'on range dans l'immunité naturelle. Alors, il y a des maladies monogéniques, hein, et on va parler de certaines d'entre elles, qui ont une certaine importance, évidemment pour les patients qui en souffrent, mais aussi parce qu'elles pointent vers ce qui est important dans ce type de pathologie. C'est le cas par exemple, nous ne verrons pratiquement qu'on verra une maladie qui touche au complément mais qui est un petit peu marginale, et on verra une maladie qu'on appelle la fièvre familiale méditerranéenne, parce que c'est une des maladies auto-inflammatoires monogéniques les plus fréquentes. J'en parlerai. Dans la majorité des cas cependant, un petit peu comme on l'avait vu en auto-immunité, hein, où en auto-immunité vous avez quelques maladies monogéniques mais très très rares, et de multiples maladies auto-immunes dans lesquelles la génétique joue un rôle, mais il s'agit d'une génétique complexe avec plusieurs gènes impliqués, l'interaction avec des facteurs d'environnement, etc. C'est la même chose pour les maladies auto-inflammatoires, avec des maladies comme par exemple Crohn, hein, les maladies inflammatoires de l'intestin en général, que vous verrez avec Monsieur Louis en gastroentérologie, des maladies comme la maladie de Béchette, dont je dirais un mot, etc., qui sont des maladies plus complexes, mais qui manifestement sont des maladies auto-inflammatoires et dans lesquelles on va retrouver de façon probablement moins pénétrante des polymorphismes de gènes impliqués eux-mêmes dans des maladies monogéniques. Alors on commence par deux maladies, deux familles de maladies, comme toujours, qui touchent le complément. L'une qui touche le complément, enfin une famille qui touche le complément de façon centrale. Ce sont des anomalies de régulation de la voie alterne qui vont donner des activations intempestives de la voie alterne du complément avec des lésions notamment au niveau rénal. J'en dirai un mot très bref car on vous en reparlera dans le cours de néphrologie de l'année prochaine. Par contre, je vais plus vous parler de ceci qui ne touche que très peu le complément, même si le mot complément se retrouve dans le nom de cette enzyme et dont je ne suis pas sûr que vous entendrez parler dans d'autres cours, peut-être en ORL, je ne sais pas, mais donc c'est quelque chose d'important et je vous signale qu'il y a une vignette intégrative sur cette maladie, donc je vous suggère d'être attentif. Donc souvenez-vous, quand la voie classique du complément est activée, ça implique la fixation de C1Q sur notamment des anticorps qui sont eux-mêmes fixés à leurs antigènes, avec activation de sérine protéases C1R et C1S. Le système est maintenu, je dirais, à l'état de repos pour éviter que ces protéases ne fonctionnent toutes seules par un inhibiteur, une protéine qu'on appelle inhibiteur de C1 estérase. Les patients qui ont un déficit génétique hétérozygote, donc partiel, de cet inhibiteur de C1 estérase font des phénomènes tout à fait particuliers qui ressemblent à ceci. Donc vous voyez cette dame qui a un visage qui a priori est normal, en cas de poussée peut présenter ce type d'œdème très profond qu'on appelle un œdème angioneurotique. Ça c'est le terme générique pour tous les œdèmes de cette forme. Et souvenez-vous, on a vu des photos d'œdème angioneurotique quand on a parlé d'urticaire dans le cours sur les hypersensibilités, puisque ça peut se manifester également de cette façon-là dans les phénomènes d'activation mastocytaire. Mais ici, ce n'est pas d'activation mastocytaire qu'on parle. Alors, ces œdèmes angioneurotiques, dans cette maladie génétique, c'est un déficit génétique,
se manifeste un petit peu partout. Ça peut se manifester au niveau du visage, au niveau ORL, mais également au niveau abdominal, avec parfois des obstructions intestinales, des œdèmes de l'œsophage par exemple. Euh, alors, comment est-ce que ça marche? Ça n'a pas grand rapport avec le complément en fait. C'est lié au fait que l'inhibiteur de CA-estérase est un inhibiteur multifonction qui va inhiber de multiples, enfin plusieurs en tout cas, sérine protéases, comme évidemment celle du complément, d'où son nom, mais également la plasmine, le facteur 12A et la calicréine. Voici un schéma un petit peu compliqué que je suis allé chercher en libre accès sur le net. Et donc vous avez ici toute une série de cascades enzymatiques euh, impliquant le complément, impliquant la fabrication de la bradykinine, impliquant la formation de plasmine dans la coagulation. Et toutes les flèches vertes ici, ce sont des endroits qui sont inhibés par l'inhibiteur de C1-estérase. Et en fait, la maladie dont nous parlons ici n'est pas tellement liée à l'activation du complément, parce que d'autres systèmes de régulation vont faire en sorte qu'on ne va pas atteindre le complexe d'attaque membranaire, etc. Mais c'est lié à une production accrue de calicréine et secondairement à une production accrue de bradykinine. BK ici, c'est la bradykinine qui est un des plus puissants vasodilatateurs qui soit. Donc c'est à ça qu'est liée cette maladie. Alors, quelques généralités concernant cette maladie, le plus souvent génétique. C'est une transmission autosomale dominante. Le gène impliqué, c'est le gène SERPING1. SERPING, ça veut dire quoi? Ça veut dire le gène d'un inhibiteur, l'inhibiteur numéro 1 des sérines protéases, SERPING1. Il y a d'autres formes d'autres maladies génétiques qui vont se traduire par une production accrue de bradykinine qui n'implique pas l'inhibiteur de synestérase, notamment si mes souvenirs sont bons, des mutations au niveau du facteur 12, mais ce sont des raretés. Cette maladie génétique est fréquente, notamment parce qu'elle est autosomale dominante. Sur 50 000, ça veut dire qu'il est probable que vous en voyiez des cas. C'est une maladie qui est grave. Elle l'est beaucoup moins depuis qu'on a des traitements, mais quand on ne disposait pas des traitements dont je vais vous parler, on avait des patients qui arrivaient en détresse respiratoire haute à cause d'un œdème laryngé par exemple. Il y a des formes acquises qui sont très rares, elles aussi, avec des maladies auto-immunes qui se traduisent par des auto-anticorps dirigés contre l'inhibiteur de synestérase, ou bien plus fréquemment dans le cadre de pathologies hématologiques où la paraprotéine, donc l'anticorps monoclonal fabriqué par ces cellules, va de façon un peu non spécifique se fixer sur l'inhibiteur de synestérase et en inhiber la fonction. Comment pose-t-on ce diagnostic? Très classiquement, et même si la consommation de compléments ne joue pas un rôle central dans cette maladie, elle sert de marqueur. On aura classiquement un C4 diminué, un CH50 diminué, tout simplement parce que le début de la cascade est activé à cause de ce déficit, et forcément vous aurez ces paramètres qui seront abaissés. Le diagnostic est formellement posé en mesurant la capacité inhibitrice de CA-estérase ou éventuellement la quantité de protéines CA inhibiteurs dans le sérum. Selon le laboratoire, vous avez un test ou les deux tests qui sont disponibles. À l'anamnèse, il est intéressant de noter que le plus souvent, vous n'aurez pas d'histoire d'urticaire, pas d'histoire d'allergie. Le patient vous dira ça ne répond pas aux antihistaminiques, ça répond mal aux corticoïdes. Et d'ailleurs, c'est important d'y penser parce que si aux urgences vous avez ce type de situation, les corticoïdes seront généralement peu efficaces, voire pas efficaces du tout. Alors, comme c'est une maladie génétique autosomale dominante, vous aurez très souvent une histoire familiale et le patient vous rapportera des symptômes depuis l'enfance. Comment cette maladie est-elle traitée? Alors le traitement de choix, il est assez intuitif. C'est de rendre au patient
de l'inhibiteur qui lui manque. Donc on a à notre disposition des préparations d'inhibiteurs concentrés qui ont été préparés à partir de plasma de donneurs de transfusion. Je pense que des formes recombinantes synthétiques sont à l'étude, mais ne sont pas encore disponibles dans notre pays. Une autre façon d'agir qui est également disponible, c'est d'agir directement sur la bradykinine et la fixation sur ses récepteurs. Il y a une substance qui est un antagoniste du récepteur à la bradykinine qu'on appelle icatibant, qui est tout à fait disponible. Alors, dans les situations où on n'a pas ces substances qui sont très chères, si vous travaillez dans des structures ou dans des pays en développement qui n'ont pas accès à tout ça, alors des traitements de choix, peut-être de remplacer l'inhibiteur concentré par du plasma frais congelé, qui va contenir cet inhibiteur, évidemment en quantité moindre, mais qui va en contenir quand même. Et il peut être également utile de donner un inhibiteur de la formation de plasmine, qui va se fixer sur le plasminogène, et vous en connaissez plusieurs, l'acide epsilon-aminocaproïque, l'acide tranexamique, qu'on utilise notamment en cas de saignement important, hexacyl, etc., qui vont réduire la quantité de plasmine, et comme la plasmine contribue à la formation de callicréine, on va indirectement améliorer le phénomène. Mais ce sont évidemment des traitements moins puissants que les traitements dont je viens de vous parler. Alors en chronique, pour éviter les poussées, on n'a pas beaucoup de... En fait, ces poussées surviennent sans trop qu'on sache pourquoi. Ça vient parfois tout à fait spontanément, ça vient parfois après des soins dentaires ou une chirurgie quelconque. Donc il y a parfois des prophylaxies que l'on fait en prévision d'un acte chirurgical, en rendant justement de l'inhibiteur concentré. Cela mis à part, on donne parfois chez les hommes des androgènes parce que les androgènes stimulent la production d'inhibiteurs de l'enzyme stimulent la production de l'inhibiteur de CA-estérase à partir évidemment du foie, et compte tenu du fait que c'est une maladie hétérozygote, autosomale dominante, il reste un allèle non muté à partir duquel on peut probablement quelque peu augmenter la synthèse grâce aux androgènes, ce qui n'est évidemment pas envisageable chez des jeunes femmes. Fort heureusement, on va avoir, on ne les a pas encore en Belgique, mais des médicaments à prise orale ou sous-cutanée à longue durée d'action qui inhibent la callicréine et qui pourraient être des traitements tout à fait efficaces en prophylaxie. Un sujet extrêmement important que vous pouvez considérer comme un tuyau et que vous reverrez dans votre cours de néphrologie de l'année prochaine, le fait que les inhibiteurs d'enzymes de conversion, qui sont des médicaments, comme vous le savez, largement utilisés dans le traitement de l'hypertension, notamment chez les diabétiques, mais dans toute une série d'autres indications, sont des médicaments qui peuvent provoquer de l'angioedème bradykinique. Par quel phénomène ? Par le fait que l'enzyme qui est inhibée par ces médicaments, qui est donc l'angiotensine convertase, elle a aussi un rôle de kininase, c'est-à-dire qu'elle va contribuer à dégrader la bradykinine. Donc vous avez ici l'enzyme de conversion de l'angiotensine qui transforme l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Eh bien, cette même enzyme intervient dans la dégradation de la bradykinine. Donc si forcément vous inhibez l'enzyme de conversion de l'angiotensine par un inhibiteur d'enzyme de conversion, vous allez évidemment réduire la quantité d'angiotensine disponible et forcément abaisser la pression artérielle de votre patient, mais vous allez aussi augmenter la concentration de bradykinine avec les effets qu'on a vus, et il est d'ailleurs très probable qu'une partie de l'effet antihypertenseur de ces IEC passe aussi par une augmentation de la concentration de bradykinine qui, par ses propriétés vasodilatatrices, va contribuer à réduire la pression artérielle.
Alors c'est un effet secondaire qui est fréquent. Selon les séries, on estime qu'un patient sur 200 qui prend des IEC aura un épisode d'angioedème. Donc 1 sur 200, c'est beaucoup compte tenu du nombre de personnes qui sont sous IEC. C'est très classiquement un angioedème qui va souvent toucher la face ou la langue. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça vient parfois des années après le début de la prise et le plus souvent, les patients ou voire même le médecin n'y pensent pas parce que quand vous pensez à l'effet secondaire d'un médicament, vous vous dites bah, ça doit être dans les semaines qui suivent le début du traitement, mais pas nécessairement, ça vient parfois 4-5 ans plus tard et il faut y penser si ça revient, bon, une seule poussée si le patient tolère bien son médicament et que le médicament apporte son bénéfice sur la pression artérielle, on peut s'en contenter. Si par contre le phénomène est récurrent, il faut l'arrêter. Un autre effet secondaire beaucoup plus classique encore des IEC, c'est la toux. Là, c'est 3% des patients. C'est également un reflet d'une libération, cette fois-ci en plus faible quantité que dans l'angioedème, mais une libération de bradykinin au niveau du larynx. Alors pour rappel, j'avais déjà un petit peu amorcé cette discussion-là dans le cours sur l'urticaire, enfin l'hypersensibilité type 1, l'activation mastocytaire, etc. Le terme angioedème est un terme purement descriptif qui décrit cet œdème profond touchant notamment souvent la face. Le plus souvent, les angioedèmes, en termes de fréquence, ce sont des angioedèmes histaminiques. Chez des gens, si vous les interrogez, ils vous diront qu'ils ont de l'urticaire, qu'ils ont de l'asthme, etc. Ils sont souvent allergiques, mais pas nécessairement. Mais voilà, donc c'est une signature, je dirais, histaminique. Plus rarement, ils sont bradykininiques. Je ne sais pas s'il faut deux nids, bradykinniques. La cause la plus fréquente, c'est les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Il faut poser la question au patient, surtout si c'est quelqu'un d'âgé qui n'a jamais eu de poussée dans sa vie, une forme génétique est très improbable. Et alors, plus rarement, on a des déficits d'inhibiteurs de C1-stérase génétiques. Et plus rarement acquis. Donc là, il y a un petit problème aussi. Voilà, qui est corrigé. Alors, un mot sur des anomalies génétiques de la régulation de la voie alterne du complément. Donc, souvenez-vous ce qu'est la voie alterne du complément. C'est lié au fait que de petites quantités de C3b se forment en permanence, se déposent sur les cellules. Sur une cellule de l'hôte, le C3b est assez rapidement lié par le facteur H. Cette liaison dépend de la concentration d'acide sialique de la membrane. Une fois que le facteur H s'est fixé sur le C3b, il peut être inactivé par une protéase qu'on appelle le facteur I, et tout ça concourt à dégrader le C3b en IC3b, etc. Ce type de phénomène ne se produit pas au niveau de la cellule bactérienne, et la cascade du complément va s'activer avec la formation d'une C3 convertase de la voie alterne et un emballement du processus. Alors, il y a toute une série de situations pathologiques et il y a de nombreuses formes, c'est pour ça que je les mets au pluriel, dans lesquelles cette régulation de la voie alterne du complément ne se fait pas de façon adéquate et le complexe d'attaque membranaire va se former à la surface des cellules endothéliales avec une atteinte endothéliale, une activation de l'endothélium, une activation des phénomènes de thrombose et hémostase, la formation de microthrombie et toute une série de conséquences. Alors ces syndromes, on les appelle des syndromes hémolytiques urémiques. Pourquoi urémique? Eh bien parce que cette microangiopathie thrombotique, c'est son nom, voilà, microthrombie dans les petits vaisseaux, va principalement toucher les reins, les glomérules, avec une insuffisance rénale aiguë. C'est une cause classique d'insuffisance rénale aiguë. Et pourquoi hémolytique? Eh bien parce que les hématies vont venir se fragmenter
à la surface de ces microtrombies en donnant un aspect caractéristique de débris d'hématie qu'on appelle des schizocytes. Et donc, face à un patient qui brutalement développe un tableau d'insuffisance rénale, d'hémolyse et de thrombopénie, de consommation des plaquettes dans ces microtrombies, il faut penser à un syndrome hémolytique urémique. Alors, dans les patients qui développent ces syndromes hémolytiques urémiques, alors il y a des formes typiques, atypiques, on ne va pas entrer dans les détails ici, mais on va en effet retrouver très souvent des mutations de tous ces facteurs qui contrôlent la voie alterne du complément, comme le facteur H, hein, donc le C c'est pour complément, complément facteur H, ou bien le facteur I, certaines mutations gain de fonction de C3 ou du facteur B qui vont donner une hyperactivation. Donc tout ça pour vous dire que des mutations au niveau de ces gènes qui codent soit pour les protéines du complément, soit pour des protéines régulatrices du complément, vont donner des phénomènes d'activation intempestive, soit tout à fait spontanés, soit en présence de certains déclencheurs que sont la grossesse, une infection virale, une infection bactérienne, notamment par les Shigella ou certains Escherichia coli producteurs de chigatoxines, vont donner des syndromes hémolytiques urémiques dont les différentes formes typiques, atypiques, etc. vous seront réexposées dans le cours de néphrologie. On passe maintenant à des maladies auto-inflammatoires qui sont liées à des systèmes bien particuliers de reconnaissance des PAMP et des DAMP, qui sont notamment les inflammasomes. Quels sont les inflammasomes? Ce sont des complexes qui se forment dans certaines situations au niveau des cellules de l'immunité naturelle. Ces complexes sont formés de 3 types de protéines. D'une part, une protéine senseur qui va reconnaître soit le PAMP, soit le DAMP. D'autre part, une protéine d'assemblage. Et enfin, une enzyme qu'on appelle la caspase 1. Quand le complexe est formé, qu'on appelle donc inflammasome, cette caspase va exercer son activité catalytique et elle va l'exercer sur des protéines précurseurs de cytokines extrêmement inflammatoires que sont l'interleukine 1 bêta et l'interleukine 18. Alors voici un exemple d'inflammasome constitué. Il est constitué de ces 3 sous-unités dont je vous ai parlé. Donc d'une part, un senseur. Ici, il s'agit d'un senseur appelé NLRP3, mais il y en a d'autres. Donc le senseur, c'est quelque chose qui perçoit la présence de, c'est un PRR. Cette protéine d'assemblage et l'enzyme en question. Et tout ça va transformer la pro-interleukine 1 bêta en interleukine 1 bêta, qui est une des cytokines les plus inflammatoires qui soient, les plus pyrogènes qui soient. Alors comme vous le voyez, c'est un modèle à 2 signaux, puisque ce précurseur pro-interleukine 1 bêta est par ailleurs une autre cytokine de la même famille que l'interleukine 1 bêta, qui est l'interleukine 18, sont synthétisés sous forme de précurseurs pro-interleukine 1 bêta, pro-interleukine 18, en réponse à un premier signal qui va passer par exemple par le TLR, par un TLR membranaire, par exemple mettons TLR4, mais pour que ces cytokines soient produites sous forme mature, cette activité de la caspase 1 est indispensable et c'est là qu'intervient l'inflammasome. Alors qu'est-ce qui va donner le signal numéro 2? Toute une série de choses qui peuvent être à la fois des DAMP tout à fait classiques, comme par exemple des cristaux, mais ça peut être également certains PAMP bactériens, voire même des situations comme une concentration de potassium trop faible à l'intérieur de la cellule. Tout ça peut déclencher certains inflammasomes. Alors, il y a plusieurs inflammasomes différents et c'est essentiellement la nature de cette protéine senseur qui va les distinguer. Alors j'en ai repris ici quelques-uns. L'inflammasome, en fait ici il y a des problèmes de nomenclature, donc NALP3 c'est la même chose que
NLRP3, mais peu importe, ça n'a strictement aucune importance. En voici un autre, etc. Et ces inflammasomes, comme vous le voyez, peuvent reconnaître des choses différentes, la toxine de l'anthrax, un PAMP de Francisella, etc., etc. Alors le premier inflammasome qui a été bien décrit, c'est précisément cet inflammasome NLRP3. Et vous avez ici toute une série de choses qui sont capables d'activer cet inflammasome NLRP3 ou NALP3, c'est la même chose, comme des PAMP, par exemple du RNA bactérien, des PAMP du staphylocoque doré, de l'hystéria, mais également des DAMP, comme les cristaux d'acide urique, et c'est d'ailleurs en caractérisant la réponse inflammatoire induite par les cristaux d'acide urique que cet inflammasome a été décrit, et c'était le premier inflammasome dont les mécanismes d'activation ont été décrits en détail. Une autre façon de le représenter, donc vous reconnaissez ici ces trois sous-unités qui vont former l'inflammasome. Le signal numéro 2 constitué par les cristaux d'acide urique, une perte de potassium de la cellule, les espèces réactives de l'oxygène peuvent également contribuer à cette formation de l'inflammasome NLRP3, et un premier signal qui avait dû être donné par un TLR pour la synthèse du précurseur. Alors, l'inflammasome NLRP3 est évidemment impliqué dans certaines réponses antimicrobiennes, mais il est également, comme dans l'exemple de la crise de goutte, il est également capable de réagir à des signaux de danger endogènes, à des DAMP, en donnant des phénomènes inflammatoires parfois très spectaculaires. Vous avez ici une symbolique de la crise de goutte extrêmement douloureuse qui est liée à cette activation de l'inflammasome NLRP3 avec libération locale d'interleukine 1 bêta. Et par ailleurs, un traitement qui va être capable d'empêcher d'une part la constitution des inflammasomes et par ailleurs le recrutement des cellules inflammatoires, qui est un extrait de colchicine, c'est la colchicine, qui est le traitement classique de la goutte qui est utilisé de façon, je dirais, empirique depuis la nuit des temps dans ces phénomènes de goutte. Donc c'est un chercheur suisse qui a vraiment bien découvert ce mécanisme il y a une quinzaine d'années d'ici. Plus généralement, le NRP3 est impliqué dans ce phénomène de garbaging dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte d'inflammation à bas bruit qui se produit dans différentes maladies, l'athérosclérose, le diabète, etc. Voici par exemple un article que mon collègue et ami Nicolas Paco avait publié il y a 7 ans concernant le rôle de l'inflammasome NLRP3 dans l'inflammation liée à l'obésité. Parfois, on voit en consultation certains patients avec un gros excès de poids qui nous sont envoyés pour un syndrome inflammatoire inexpliqué, avec des CRP à 30 ou 40 mg par litre. On cherche évidemment une maladie infectieuse ou auto-immune ou un cancer, et dans certains cas, c'est l'obésité elle-même qui est associée à cette inflammation, notamment via l'activation de l'inflammasome NLRP3 et l'interleukine 1 bêta. Alors, à côté de ces phénomènes tout à fait banals, hein, parce qu'il est clair que des obésités morbides avec CRP à 30, on en voit très très souvent. Il y a de véritables maladies génétiques qui entraînent une dérégulation des inflammasomes. On les appelle des inflammasomopathies. Ce sont des maladies monogéniques qui provoquent une activation permanente d'un des inflammasomes dont on a parlé. Le point commun de toutes ces maladies, c'est notamment une libération intempestive d'interleukine 1 bêta et d'interleukine 18, et qu'elles peuvent être traitées dès lors par des antagonistes de l'interleukine 1 bêta notamment. On n'a pas encore, à ma connaissance, à portée de main un antagoniste de l'interleukine 18. Alors, il y en a de très nombreuses selon l'inflammasome qui est considéré. Souvenez-vous, donc il y a plusieurs types d'inflammasomes qui se distinguent essentiellement par la protéine senseur qui va reconnaître les PAMP et les DAMP.
il y a l'inflammasome NLRP3 dont j'ai parlé, mais il y a NLRP1, etc. Et en fonction du type d'inflammasome touché, on va avoir des maladies en partie différentes. Bon, voilà, ça c'est toute une série de maladies très très rares que vous ne verrez que, en tout cas pour celle-ci et pour celle-là, que dans les grands centres de pédiatrie, des sortes de références pour des maladies génétiques rares, etc. Alors je vais juste vous parler d'une de ces maladies que vous avez ici, MEFV, qui est la fièvre familiale méditerranéenne. MEFV, c'est le nom du gène qui est impliqué, qui code pour une protéine appelée pyrine, et MEFV, ben, ça veut tout simplement dire Mediterranean Fever. Alors qu'est-ce que c'est que cette fièvre familiale méditerranéenne? C'est une maladie connue depuis très très longtemps. On retrouve des traces dans les livres de l'ancienne médecine, chez les médecins arabes, ottomans, byzantins, juifs, parce que c'est une maladie qui va toucher l'est de la Méditerranée, euh, avec beaucoup de patients, encore une fois, turcs, arméniens, israéliens, égyptiens, mais également dans d'autres pays méditerranéens, puisqu'évidemment il y a eu un grand brassage de population depuis des siècles dans cette région du monde. Donc qu'est-ce que cette maladie? C'est une maladie inflammatoire qui va donner de façon périodique, généralement toutes les 3 ou 4 semaines, des phénomènes de fièvre. Donc c'est un des symptômes cardinaux de cette maladie. Mais cette fièvre peut être accompagnée de phénomènes inflammatoires divers. Donc d'une part, parfois des inflammations des séreuses, donc des pleurésies, inflammation de la plèvre, des douleurs abdominales, c'est très classique. Regardez, 91%, donc des péritonites stériles. Donc c'est des gens qui vont venir aux urgences avec un tableau de fièvre et de douleurs abdominales qui peut mimer un phénomène de péritonite ou d'appendicite, de douleurs articulaires ou de phénomènes moins fréquents. Alors c'est très important d'y penser parce que c'est une maladie qui n'est, bien que ce soit une maladie génétique a priori rare, c'est une maladie qui est fréquente. Alors probablement qu'il y a eu, donc c'est une maladie autosomale récessive, donc classiquement il n'y a que les homozygotes qui ont les 2 allèles mutés qui vont présenter les symptômes, et probablement que des facteurs environnementaux infectieux ont donné un avantage aux hétérozygotes, probablement une meilleure résistance à certaines maladies infectieuses, à certaines épidémies, si bien que dans l'est de la Méditerranée, les porteurs de ces mutations sont très fréquents. Si mes souvenirs sont bons, en Turquie, il y a de l'ordre d'une personne sur 15 qui est porteuse d'une mutation de ce gène MEFV. Et donc forcément, si vous avez cette mutation, ben vous avez une chance sur 15 de rencontrer un conjoint qui l'a aussi. Et ça explique la grande prévalence de ces maladies dans l'est de la Méditerranée. Et comme nous avons en région liégeoise une importante population deuxième génération, troisième génération d'origine turque, nous avons pas mal de patients qui souffrent de ces maladies et c'est important d'y penser parce que ce sont des personnes qui, si elles ne sont pas diagnostiquées, peuvent être opérées à tort pour des appendicites qu'elles n'ont pas, et c'est également un grand pourvoyeur d'absentéisme scolaire, professionnel, etc., qui peut rester incompris, voire même être stigmatisé si on ne connaît pas l'existence de cette maladie. C'est une maladie qui a aussi pour conséquence, il faut absolument, ça vient peut-être plus tard, je ne sais plus, oui, ça vient plus tard, mais pour conséquence une complication grave qui est l'amyloïdose SAA, avec des atteintes rénales irréversibles, des atteintes cardiaques irréversibles, etc. Alors à quoi est liée cette maladie? Là, les concepts ont changé, et notamment si vous avez le diaporama de l'année dernière et des années précédentes, l'explication est toujours un petit peu différente. Donc quand on a découvert cette protéine pyrine dont les mutations étaient responsables d'une activation d'un inflammasome, on a d'abord cru que la pyrine était un inhibiteur de l'inflammasome NLRP3 et que forcément, parce que
la production d'interleukine 1 bêta, la réponse à la colchicine, tout ça évoquait très fortement ce qui se passe dans la crise de goutte. Donc dans un premier temps, on a cru que la pyrine était un régulateur de l'inflammasome NLRP3 et que dès lors, les individus qui avaient ces mutations de la pyrine activaient en permanence leur inflammasome NLRP3. Actuellement, les concepts ont changé et on place la pyrine, je dirais, sur le même pied que NLRP3. Donc la pyrine constitue son propre inflammasome et les mutations qui sont associées à la fièvre familiale méditerranéenne sont des mutations gain de fonction. Donc en fait, l'inflammasome, c'est ce qui est repris dans cette image-ci, vous avez l'inflammasome NLRP3 et vous avez l'inflammasome pyrine. Et les mutations dont on parle ici sont des mutations gain de fonction associées à une augmentation de la production d'interleukine 1 bêta par cet inflammasome en particulier, sans qu'il n'y ait d'interaction avec l'inflammasome NLRP3. Il va de soi que il y a une vignette d'examen sur la fièvre familiale méditerranéenne, si vous me dites à l'examen que si vous sortez l'ancienne hypothèse, il est bien évident que ça n'a strictement aucune espèce d'importance, c'est juste pour vous illustrer le changement des concepts. Alors, le traitement de la fièvre familiale méditerranéenne, c'est classiquement la colchicine. La colchicine qui agit, donc ça inhibe la polymérisation des microtubules. Elle agit probablement à deux niveaux. Elle agit d'une part sur le recrutement des cellules inflammatoires sur le site d'activation des inflammasomes, mais elle agit probablement aussi sur la formation des inflammasomes eux-mêmes. Alors, il y a des formes résistantes à la colchicine, notamment parce que la colchicine n'est pas toujours bien tolérée. Dans certains cas, il faudrait donner des doses de colchicine qui ne seraient intolérables, notamment au niveau intestinal. Et donc, certains patients, leurs poussées surviennent malgré tout, malgré le traitement par colchicine. Et donc, dans ces cas-là, on a des monoclonaux dirigés contre l'interleukine 1 bêta, notamment le canakinumab, qui peut être très efficace pour empêcher ces poussées et qui peut réellement transformer la vie des gens. Donc il faut y penser. Bon, c'est un médicament très cher malheureusement, mais très important pour améliorer la qualité de vie et éviter cette fameuse complication dont je vous parlais, qui est l'amyloïdose rénale, voire même parfois cardiaque. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'amyloïdose. Il y a des amyloïdoses secondaires à des phénomènes touchant des maladies monoclonales des lymphocytes B notamment. Ici, on parle d'une amyloïdose inflammatoire qui est liée à une protéine de la phase aiguë de l'inflammation qu'on appelle la protéine SAA, qui est un PRR soluble, qui joue son rôle dans l'élimination de certaines bactéries, mais qui ici est produite en tel excès qu'elle va se déposer dans différents organes et former des agrégats insolubles. Et l'organe cible est évidemment le rein, mais le cœur l'est également. Donc amyloïdose SAA, complication redoutable de la fièvre familiale méditerranéenne. Alors juste en guise de boutade, j'ai repris ici certaines autres maladies auto-inflammatoires monogéniques. Je sais que c'est trop petit pour lire quoi que ce soit, ça se trouve sur ce site internet et vous voyez, il y a une vaste collection de maladies auto-inflammatoires qui sont un peu collectionnées par les spécialistes du domaine, mais la plupart de ces maladies sont rarissimes et sont un peu réservées aux grands centres de pédiatrie à Paris, à Londres, compte tenu de leur rareté. Alors, il y en a d'autres qui sont un peu plus connus, qui sont d'une part le TRAPS, dont vous entendrez peut-être parler, qui sont des mutations d'un des récepteurs au TNF-alpha, ou le HIDS lié à une mutation de la mévalonate kinase, et qui passent elles aussi par une activation des inflammasomes, même si ça implique un récepteur au TNF-alpha, mais on aura l'occasion, éventuellement pour ceux qui seront intéressés par ça, d'en reparler. Ça, c'est des maladies monogéniques, mais on termine par des maladies qui sont clairement auto-inflammatoires, mais qui ont une étiologie beaucoup plus complexe, avec de nombreux gènes impliqués et une interaction environnementale.
Et indiscutablement, les maladies inflammatoires de l'intestin en font partie. Donc vous reverrez l'année prochaine avec Monsieur Louis ou celle d'après ces maladies inflammatoires de l'intestin, donc par exemple la rectocolite ulcéro-hémorragique ou la maladie de Crohn, qui sont des maladies très invalidantes, qui se caractérisent par une inflammation d'un segment intestinal, souvent l'intestin grêle, mais la maladie de Crohn peut toucher tout l'intestin depuis l'anus jusqu'à tout le système digestif depuis l'anus jusqu'à la bouche, avec pour conséquence des sténoses, des fistules, etc. Donc des maladies sévères. Alors la génétique du Crohn est une génétique extrêmement complexe. Et nous avons à Liège une grande expertise mondialement reconnue dans le domaine, en la présence d'Édouard Louis sur le versant clinique et de l'équipe de Michel Georges au GIGA. Et voilà un papier assez ancien, je crois que c'est une quinzaine d'années certainement, où déjà le prédécesseur d'Édouard Louis, M. Belaïch, était associé et avait mis en évidence certains variants du gène NOD2, avec la susceptibilité à la maladie de Crohn. Alors, NOD, c'est une protéine senseur de la même famille que NLRP3 par exemple. Donc, il y a une sorte de proximité avec les inflammasomes, sauf qu'ici, ça ne va pas aboutir à la formation de l'inflammasome, mais à l'activation d'NF-κB et à la production de cytokines inflammatoires telles que TNF-alpha, etc. par exemple. Et donc, il y a probablement, de façon centrale dans la pathogénie de ces maladies inflammatoires, une anomalie de la régulation de la réponse au PAMP des bactéries intestinales, indiscutablement, mais avec des mécanismes qui ne sont pas encore parfaitement élucidés et de multiples autres gènes et facteurs d'environnement, notamment la nature du microbiome intestinal, la réponse des cellules de l'épithélium intestinal en réponse à certains stimuli de type chimique, etc. Le fait de fumer, le type de régime, etc. Donc on a une génétique extrêmement complexe avec de nombreux gènes impliqués, dont notamment NOD2, dont celui dont je viens de parler, mais d'autres également, qui vont coder notamment pour les réponses de type TH17. Donc une maladie de grande complexité. Une maladie un petit peu, je dirais, de la même famille, parce qu'elle va également toucher notamment les muqueuses au niveau de la bouche, mais qui peut également toucher l'intestin, qui peut toucher les muqueuses génitales, et qui partage une partie des gènes impliqués dans le Crohn, c'est la maladie de Behçet, qui est une maladie qui va typiquement donner une aphthose très sévère, qui s'accompagne classiquement d'une aphthose génitale et d'atteintes ophtalmologiques. Là, je pense que c'est M. Malaise et M. Nichols qui vous en reparleront, mais retenez que la maladie de Behçet est une maladie inflammatoire, auto-inflammatoire, qui va toucher les vaisseaux, et cette atteinte vasculaire va donner des phénomènes de nécrose locale au niveau des muqueuses qui vont donner une aphthose bipolaire parce qu'elle va toucher à la fois les muqueuses la bouche, mais également les muqueuses génitales, mais qui peut également toucher l'œil, qui peut toucher le système nerveux, qui peut donner des phénomènes thromboemboliques puisqu'il s'agit d'une vascularite, et là aussi une génétique très complexe, avec des polymorphismes du gène du TNF-alpha, de l'interleukine 6, de la pyrine, et là aussi une localisation géographique très particulière, puisque on va retrouver cette maladie de Behçet sur tout le trajet de la route de la soie qui amenait la soie de Chine à la Méditerranée, probablement parce qu'il y a eu une sorte de sélection de tous ces polymorphismes dans les populations vivant le long de cette route de la soie. Pensez-y également, notamment parce que nous avons en région liégeoise des personnes d'origine turque notamment, qui sont plus sensibles, enfin qui ont plus de probabilité de développer cette maladie de Behçet. Les aphtoses en général, sans parler de la forme sévère du Behçet avec atteinte génitale, ophtalmologique, etc.,
Les aphthoses, qui sont des phénomènes beaucoup plus banals que tout le monde peut expérimenter dans sa vie, sont considérés comme des phénomènes auto-inflammatoires d'origine souvent indéterminée, mais qui sont non infectieuses. Donc on voit encore parfois des phénomènes d'aphthose traités par des anti-infectieux divers, qu'il s'agisse d'antiviraux, d'antimycotiques. Cela n'a pas raison d'être. Voici ceci termine le cours sur l'auto-inflammation. Il y aura encore quelques dias sur les vascularites dans la toute dernière vidéo que je vous ferai parvenir incessamment. Merci beaucoup.